Nouvelle semaine, nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. On commence tout de suite par les actualités sociales. Ils sont près de 3000 vendeurs ambulants à exercer dans le quartier de la Petite Vitesse à Analakeli. Beaucoup d'entre eux ont recours à des prêts bancaires pour financer leurs activités commerciales. Pourtant, les revenus générés restent insuffisants, surtout durant les périodes de faible affluence. Aujourd'hui, ces commerçants dénoncent leur expulsion des abords de la route. Détails sur les images de Yves Janel. Telle est l'ambiance qui régnait du côté du quartier dit La Petite Vitesse aujourd'hui à midi. Les vendeurs ont en effet été repoussés sur les côtés par la commune. Une décision qui ne fait toutefois pas l'unanimité chez ces commerçants. Nous ne sommes pas d'accord avec ce départ. On n'a pas d'argent. C'est pour cette raison qu'on reste ici. Il n'y a d'ailleurs pas d'endroit prévu pour nous. Les vendeurs ambulants sont toujours déplacés un peu partout. À chaque changement de régime, on nous déplace. Pour ce vendeur de sandales, les recettes journalières tournent autour de 10 000 arrières. Elles peuvent atteindre 30 000 arrières pendant les périodes de fête. Chaque jour, elle paie un droit de place de 500 arrières, soit environ 15 000 arrières par mois. De son côté, cette commerçante qui a refusé d'apparaître à visage découvert affirme avoir contracté un prêt bancaire pour financer ses 4 étals pour lesquels elle paie 1000 arrières par jour. C'est grâce à la banque que je fais vivre ma famille. Mon mari ne travaille pas et c'est avec l'argent du marché que je rembourse le prêt. À bout de souffle, ces vendeurs ont organisé une manifestation ce matin. Selon eux, les autorités envisageraient de les réinstaller à l'intérieur du marché de petite vitesse, mais l'espace disponible serait insuffisant pour accueillir tout le monde. Et la perturbation de l'approvisionnement en eau engendre des difficultés pour les vendeurs de plats cuisinés au marché. Ces derniers sont contraints d'augmenter leurs dépenses afin de poursuivre leurs activités. La Jirama a mis en place à partir d'aujourd'hui un système de distribution alternée de l'eau par quartier. Felana Rakutor Soul ou Radramananzatouf et Nzaranjansu. La mise en application du calendrier de distribution d'eau par quartier établi par la Jirama a débuté ce jour. Au total, 23 Fouktan sont concernés par cette mesure, notamment ici à Manzakaray. De nombreux secteurs d'activité subissent également les conséquences de cette pénurie d'eau. Malgré les promesses des nouvelles autorités, aucune solution durable n'a encore été trouvée jusqu'à aujourd'hui face aux coupures d'eau répétitives. Les habitants continuent ainsi de vivre dans des conditions difficiles au quotidien. Direction à présent à Mourndave où un jeune homme de 24 ans a perdu la vie hier dans la mer de Kimouni à Mourndave. Cet étudiant de l'université d'Antananarive, inscrit en 3e année de sociologie au sein de la filière sciences sociales, faisait partie d'un groupe qui effectue un voyage d'études dans la région. Selon les informations recueillies, le drame est survenu alors qu'il se baignait durant une pause. Un événement tragique qui bouleverse actuellement les étudiants de la filière sociologie pour qui ces voyages d'études représentent une étape essentielle dans leur formation et la préparation de leur avenir professionnel. Antonina Martina sur les images de Yves Janel. La faculté EGS a annoncé le décès par noyade en mer d'un étudiant du département sociologie. La grande famille de la faculté adresse ses sincères condoléances et son soutien à la famille de l'Aïtsara Antonio Valentin, étudiant en L3 sociologie, décédé ce dimanche 10 mai à Mourndave, sur la plage de Kimoun, lors d'une pause au cours d'un voyage d'études organisé par les étudiants de L3 sociologie. Ce matin, l'émotion et la tristesse étaient encore palpables au sein de la faculté EGS de l'université d'Antananarive. Les étudiants restent profondément marqués par la disparition brutale de leurs camarades. Les voyages d'études font partie des étapes obligatoires du cursus universitaire, notamment pour les étudiants en sciences sociales. Ce type de déplacement permet aux étudiants d'être directement confrontés aux réalités de terrain et de mieux comprendre les dynamiques de la société.
À l'université d'Antananarivo, les étudiants ont le choix entre réaliser ces travaux individuellement ou en groupe, comme ce fut le cas pour les étudiants partis à Murundave. Après Murundave, direction à présent à Antsirabe où Rassa Manana Honoré Gabriel, connu sous le nom de Dr Uno, a démissionné ce matin de son poste de maire d'Antsirabe après avoir dirigé la ville pendant 7 ans. Selon sa déclaration ce matin, cette décision a été prise afin de préserver l'apaisement et pour l'amour de sa ville. Natera Kutmav. Amin'izao fotoan'izao raha toa ka mifarana zany fotoam-piasana zany zay amin'ny alalan'ny fametraha-pialana. Le maire d'Antsirabe, Hassaman Honoré Gabriel, alias Dr Uno, a choisi de mettre fin à son mandat avant son terme, d'après la déclaration publiée ce matin sur la page Facebook de la commune urbaine d'Antsirabe. Dr Uno a dirigé la ville d'Antsirabe pendant 7 années. Il affirme que la préservation de la stabilité et l'amour de la ville sont les raisons de sa démission. Ary raha miteny an'izay fitiavana ny tanàna Antsirabe izay dia zava-dehibe ny fitoniana eto amin'ity tanàna Antsirabe ity, koa izany fametraha-pialana zany dia mbola nohon'ny fitiavana ny tanàna Antsirabe ihany koa mba ho tafajanona ao anatin'izay fitoniana izay. Le maire a également énuméré ses réalisations personnelles qu'il dit avoir accomplies sans utiliser les fonds de la commune. Il a également remercié et adressé ses vœux à toutes les personnes ayant collaboré avec lui durant son mandat. Pour rappel, Dr Uno a été élu sous la bannière du groupe politique Irmar. Il était dans son 2e mandat, qu'il devait normalement achever en 2028, avant sa démission. On revient à Antananarivo pour le reste de l'actualité. Plus de 3000 élèves passeront cette semaine l'épreuve d'éducation physique et sportive du BEPC au stade d'Alarbi. Même si cette épreuve n'est pas obligatoire dans le cadre de l'examen, de nombreux candidats choisissent d'y participer car elle peut contribuer à améliorer leur moyenne générale. Natera Kutmav, Zaran Jeansu. Fitaïn fait partie des élèves qui ont choisi de passer l'épreuve de PS du BEPC aujourd'hui. Pour l'épreuve individuelle, il a opté pour le 800 mètres, tandis qu'il a retenu le football comme discipline collective. Il dit s'y être préparé de longue date, aussi bien sur le plan physique que sur le plan alimentaire. L'épreuve de PS du BEPC est facultative, mais beaucoup d'élèves choisissent de la passer afin de gagner quelques points supplémentaires sur l'ensemble de l'examen. Et même si le PS n'est pas une épreuve obligatoire, les établissements mettent déjà en place des stratégies pour encourager les élèves à y participer. L'objectif est aussi de les préparer progressivement aux exigences du baccalauréat. Au-delà de l'examen, l'école cherche surtout à transmettre aux élèves le goût du sport. Toujours côté sport, à l'occasion de la fête des mères, la chaîne de télévision Viva organise un événement spécial intitulé Viva Zumba Live Mom Edition. Une activité sportive et conviviale qui se tiendra à l'Arena Ivange les 23 et 30 mai prochains. Toutes les femmes sont invitées à participer à ce moment de bien-être, de partage et de célébration dédié aux mamans. À travers cette initiative, Viva entend promouvoir à la fois la santé, la bonne humeur et la solidarité entre femmes. José Christian Rafidson a été élu président de la Fédération malgache de kickboxing pour un mandat de 4 ans, à l'issue des élections organisées vendredi dernier. Parmi les objectifs qu'il souhaite mettre en œuvre durant son mandat figure la mise en valeur du kickboxing à Madagascar. L'élection s'est tenue au Palais des Sports, Mamas. Narsuraza Kasson sur les images de Michel Rakotsan. Le monde du kickboxing s'apprête à connaître un nouveau souffle avec l'élection de José Christian Rafidson à la tête de la fédération de cette discipline. Les élections se sont déroulées vendredi dernier au Palais de la Culture et des Sports. 3 candidats étaient en lice, José Christian Rafidson, Bout Gilbert et Serge Vital. Le nouveau président a déclaré être prêt à collaborer étroitement avec les fondateurs et les acteurs historiques de cette discipline, affirmant avoir entendu leurs appels à l'unité et au développement du kickboxing.
Les 14 ligues régionales composant la fédération ont toutes participé au vote. Après l'élection du nouveau président, les représentants des ligues ont affirmé leur volonté de travailler ensemble afin de développer davantage cette discipline à Madagascar. Le processus électoral a toutefois duré plusieurs heures. Lors du premier tour, Serge Vital et José Rafidsan ont chacun obtenu 4 voix contre 6 pour Boutgilbert. Aucun des 3 candidats n'ayant atteint la majorité absolue, un nouveau tour a dû être organisé. À l'issue des discussions entre les ligues régionales, Serge Vital et José Rafidsan, tous deux crédités de 4 voix, se sont affrontés lors du tour suivant. José Rafidsan l'a finalement emporté par 9 voix contre 5. Le dernier tour a ensuite opposé José Rafidsan à Boutgilbert. Avec un score final de 8 voix contre 6, José Rafidsan a été élu président de la Fédération malgache de kickboxing et disciplines associées. Passons à présent aux actualités internationales. La France et les États-Unis recensent chacun un cas positif de hantavirus chez des passagers évacués du bateau de croisière MV Andius. Une passagère française rapatriée à Paris a été testée positive, tout comme un passager américain, tous deux pris en charge dans des structures médicales spécialisées. France 24. Des rapatriements sous escorte policière. Ici, au Royaume-Uni, 20 passagers britanniques du MV Ondius sont évacués vers un hôpital près de Liverpool. Aux Pays-Bas, une quinzaine de passagers rapatriés à Eindhoven et Rotterdam. Un cas positif à l'hantavirus confirmé parmi les passagers américains, mais aussi parmi les passagers français rapatriés. Un patient a été testé positif à l'hantavirus et 22 personnes ont été identifiées comme étant des cas contacts. Cette personne était sur le bateau de croisière, elle est revenue hier, elle s'est dégradée dans la nuit et elle est positive à l'hantavirus. Donc il s'agit d'une patiente avec un hantavirus qui est dans un endroit, un hôpital spécialisé en maladies infectieuses avec toute une technique dans les chambres avec, qui est très protectrice pour éviter évidemment que le virus se propage. D'autres rapatriements ont eu lieu vers l'Espagne, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, l'Inde. À Tenerife, les évacuations doivent s'achever ce lundi. Un dernier vol de rapatriement devrait rejoindre l'Australie. Le MV Ondius, lui, reprendra sa route en début de soirée, selon les autorités espagnoles. Et le président américain Donald Trump a qualifié de totalement inacceptable la réponse iranienne à la proposition de Washington destinée à mettre fin à leur conflit, tandis que Téhéran a dénoncé des demandes excessives qui équivaudraient à une capitulation, a rapporté la presse officielle iranienne. France 24. Vers la guerre ou vers la paix, difficile de savoir vers quel chemin se dirigent les États-Unis et l'Iran. Sur le terrain diplomatique, les échanges se poursuivent via la médiation du Pakistan. Mais dimanche soir, c'est sur son réseau social que Donald Trump a jugé totalement inacceptable la réponse de l'Iran au plan américain pour mettre fin à la guerre. Quelques heures plus tôt, Téhéran a indiqué vouloir se concentrer dans un premier temps sur la fin de la guerre, en particulier au Liban, et sur la sécurisation de la navigation maritime. Mais en mer, aux abords du détroit d'Ormuz, les affrontements se sont multipliés ces derniers jours, alors Téhéran tient aussi à montrer les muscles. Toute attaque contre nos navires déclenchera une riposte iranienne forte et décisive contre les navires et les bases américaines. De nombreuses inconnues subsistent sur les concessions que Téhéran serait prête à faire pour rouvrir le détroit, ainsi que sur la suspension de son programme nucléaire. C'est l'une des principales exigences de Washington, mais aussi d'Israël, qui, contrairement à son allié, considère que la guerre n'est pas terminée. Ce n'est pas fini, car il reste encore des matières nucléaires, de l'uranium enrichi, qui doivent être retirées d'Iran. Il reste des sites d'enrichissement à démanteler. Autant de questions toujours en suspens. Entre Washington et Téhéran, le va-et-vient de propositions se poursuit depuis plusieurs semaines, sans aboutir pour l'heure à un accord. Pour terminer, Emmanuel Macron ouvre à Nairobi le sommet Africa Forward, co-présidé avec le président kényan William Ruto et réunissant une trentaine de chefs d'État et de gouvernements africains pour la première fois dans un pays anglophone. France 24.
Entre Emmanuel Macron et William Ruto, la poignée de main est plus que chaleureuse. Les deux hommes s'apprécient et comptent bien faire fructifier cette relation. Le sommet Africa Forward qui s'ouvre à Nairobi pour 2 jours en est la preuve. C'est d'ailleurs la première fois que ce sommet se déroule dans un pays africain anglophone. Je tiens à féliciter le président Macron d'avoir eu le courage de redéfinir les relations entre l'Afrique et la France afin de les rendre plus inclusives. Il ne s'agit ni d'anglophones ni de francophones. Cette relation ne sera pas à sens unique. Nous attendrons de la France ce qu'elle attendra de nous et elle s'investira autant que nous. C'est ce qu'on appelle une relation gagnant-gagnant, mutuellement bénéfique. William Ruto cherche ainsi une forme de reconnaissance internationale alors que la grogne monte dans son pays à cause de la hausse du coût de la vie et de la violente répression de la population. Pour la France, chassée d'Afrique de l'Ouest par des juntes, le Kenya incarne l'Afrique anglophone avec laquelle il n'existe aucun passif colonial. Les intérêts de la France sont ainsi militaires avec un accord de défense signé en 2025, mais aussi économique. Paris vient d'ailleurs d'annoncer plus d'1 milliard d'euros d'investissement, mais précise, il ne s'agit pas de reproduire les erreurs du passé. C'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré, où les dirigeants d'entreprises auraient en quelque sorte tous les droits ou tous les contrats qui leur seraient garantis parce que c'était l'Afrique francophone, où parfois certains considéraient que la France donnait une forme d'assurance garantie quoi qu'il advienne en étant là à faire ou défaire les gouvernements. C'est fini. Depuis 2017, c'est terminé cette époque. En 2026, la France représente ainsi le 5e investisseur au Kenya. Mais les échanges commerciaux entre les deux pays restent limités, avec moins de 300 millions d'euros en 2024. Paris reste ainsi loin derrière d'autres pays, comme notamment le Royaume-Uni.